anniversaire, à la fin d'un parcours ou bien en début d'année, on aime faire des projets. Mais les projets sont portés par des corps. Non. Et le corps n'est pas que chair. Donc, il faut un mental bien portant sur le corps pour porter les projets, les jolis projets qu'on passe le temps à construire et à rêver. Donc, pour moi, l'épanouissement, l'équilibre mental, c'est une condition sine qua non. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'être écouté, simplement écouté? Écouter sans être jugé. Écouter sans vouloir même recevoir de conseils ou encore être interrompu. Salut et bienvenue à toi à ce nouveau numéro de mon podcast Sur la route. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau une grande sœur, une amie qui est très inspirante et agréable à côtoyer. Bienvenue Martine. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Alors, quand je t'appelle assez souvent au téléphone et que je te pose la question, comment tu vas? Très souvent, tu me dis, je fais aller comme je peux. Avec ce que j'ai. Alors, ce soir, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que cela signifie finalement? Alors, je fais aller comme je peux avec ce que j'ai. Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je fonctionne à partir des éléments qui sont à ma disposition au moment où tu me poses la question. C'est pas plus simple de dire, je vais bien. Ouais, mais c'est pas original. D'accord. Et puis ça a comme l'avantage de te faire rire aussi. Ouais. Voilà, je fais aller comme je peux avec ce que j'ai. D'accord. Mm. Alors, avec toi, on va parler sur ce plateau d'écoute et de bien-être. Je sais que depuis quelques moments, c'est ton cheval de bataille. Mm. Et tu accompagnes les femmes à guérir de leurs blessures émotionnelles et puis à être plus épanouies. Mm. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Alors, pour commencer, les blessures sont des traumatismes que nous avons vécus et voilà, on est blessé tout au long de sa vie, hein. Mais il y a des blessures qui sont tenaces en fait et qui finissent par impacter notre vie et qui peuvent même nous faire baisser la tête. C'est une image, hein, dans la vie. Il y a des blessures qui nous font baisser la tête, qui nous courent. Et comment comprendre ce que je fais auprès des femmes? Je les écoute pour d'abord qu'elles détectent leurs blessures, qu'elles regardent leurs blessures et qu'elles dépassent ces blessures-là pour pouvoir être épanouies. Les blessures, on peut jamais être, comment je vais dire, à l'abri. C'est pour dire que on ne va pas une bonne fois pour toutes être guéri et c'est fini. C'est pas comme, voilà. Quel exemple je peux prendre? La rougeole. Dit ouais, je suis guéri. Il y a plus de traces, il y a plus, voilà. Les blessures intérieures, c'est différent. On apprend à vivre avec, on peut guérir, mais on peut encore être blessé. Tant qu'on est vivant, voilà, on est exposé à des blessures. Et l'objectif de mon travail, c'est que les blessures ne soient plus, comment je vais dire, les blessures ne doivent plus être le moteur qui nous conduit. Et connaître ces blessures, ça relève de la connaissance de soi. Et il n'y a rien de tel que de se connaître. Ça rend libre, ça rend serein et ça rend plus fort pour affronter les défis de la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, oui, effectivement, tu as parlé d'écoute. L'écoute, moi, ça me fait penser au sens à lui. Mais qu'est-ce que cela sous-tend réellement? C'est quoi l'écoute? Si tu dois donner une définition. Alors, si je dois donner une définition à l'écoute,
c'est d'abord un accueil. Écouter, c'est accueillir la personne qui a besoin d'être écoutée. C'est s'investir pour être empathique. Et comment je vais dire ça? Et faire comprendre à la personne qu'elle n'est pas jugée et elle n'est pas non plus un majeur incapable qu'il faut orienter. Et tout ça, ça donne une écoute empathique, active et non directive. C'est ce que je fais. Je n'ai pas le droit de me mettre à balancer des conseils parce que la personne parle et puis voilà, ça me ramène à des situations. Non, il faut écouter la personne. Mais j'ai le devoir d'empathie. Et la personne doit, en me parlant, vivre comme je comprends, que je la comprends, que j'accueille, que je ne la juge pas. Et ça, c'est important pour nous tous. On doit le faire. Parce que souvent, nous sommes nos propres, on va dire quoi, bourreaux pour les émotions. On aime juger nos émotions. C'est-à-dire, c'est pas beau d'être en colère, c'est pas joli d'être triste, c'est pas, voilà, donc c'est chic d'être joyeux, c'est chic d'être, c'est bien. Mais au fait, toutes les émotions doivent être reconnues pour ce qu'elles sont. Donc, dans l'écoute, on aide les personnes à faire ce travail, à regarder les émotions pour ce qu'elles sont, à les accueillir sans les juger. Donc, nous, on écoute sans juger aussi. Et quel résultat ça produit? Alors, quand la personne écoutée se sent en sécurité, ça ouvre le, comment je vais dire, la personne se livre, la personne s'exprime. Et en parlant, la personne explore. Et généralement, à la fin, c'est elle-même qui va dire, je crois que je devrais faire ci, je devrais faire ça. Le principe qui sous-tend cette façon de pratiquer l'écoute, c'est que toute personne a la ressource dont elle a besoin pour faire face aux défis de sa vie. Donc, quand quelqu'un vient pour se faire écouter, bon, c'est pas, la personne ne vient pas prendre une feuille de route, une liste de conseils. Le travail de la personne qui écoute, c'est d'aider celle qui est écoutée à se découvrir, à parcourir ses blessures, à explorer jusqu'à trouver le principe qu'il lui faut pour avancer. Et tout à l'heure, tu parlais d'émotions, que toutes les émotions doivent être appréciées, mises et être mises à la même valeur. Je ne pense pas qu'il y a des émotions qui méritent d'être réprimées. Non, il n'y a pas des émotions qui méritent d'être réprimées. Parce qu'une émotion ne naît jamais du néant. On peut apprendre à se maîtriser. Par exemple, si on sait qu'on est colérique, on va pas à tout va exploser juste parce qu'on sait que, voilà, nous sommes colériques. Mais nous devons laisser cette colère-là s'exprimer, la regarder et chercher à la comprendre. C'est le seul moyen de ne plus balancer sa colère à tout vent. Et cette façon de faire est valable pour toutes les émotions. Je tombe dans la tristesse pour des raisons, voilà, apparemment, qui n'ont pas de lien avec la tristesse. Mais moi, je suis triste. Il faut questionner la tristesse, sa fréquence, son intensité, son lien avec l'événement. Est-ce que c'est exagéré?
Et ça va donner des réponses. C'est vrai que je me rappelle une fois, j'étais à ton bureau et tu m'as dit, je suis triste aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme si tu avais lancé ton moteur de recherche pour savoir l'origine. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a forcément un lien de cause à effet avec les émotions? Euh, S'il y a forcément un lien, le lien peut ne pas être immédiat, mais il y a forcément un lien. On ne peut pas se lever et puis être triste pour rien. Voilà. Maintenant, ce qui nous rend triste peut remonter à très loin, peut-être même pas à la semaine passée. Mais c'est ce jour-là que, comme on ne sait pas comment, l'esprit ramène et puis tu es triste. Et si tu questionnes, si tu te calmes, tu vas comprendre. Et généralement, quand on comprend, on surmonte. C'est ça l'objectif. D'accord. Quand on comprend, on surmonte facilement. Et les émotions nous parlent de nos blessures. Les émotions nous parlent de nos blessures. À partir des émotions, tu peux savoir quelles sont tes grandes blessures. D'accord. La transition est toute trouvée pour parler maintenant de guérison interne, puisque c'est ce à quoi tu t'appelles. C'est ça. Donc, je comprends que la démarche, c'est de découvrir les blessures à travers l'expression des émotions. Donc, une démarche de recherche Oui, pragmatique. c'est ça. Et à partir de là, maintenant, on enclenche le processus de guérison. Et comment ça se passe? Le processus de guérison n'est pas tellement dissocié de l'étape de l'exploration. Quand on est en mouvement pour savoir pourquoi telle émotion est récurrente, pourquoi tel comportement, ça nous permet en même temps de fixer la blessure, de repartir à son origine, de déterminer son mécanisme sur nous, ce que ça nous fait faire, cette blessure, comment elle impacte ma vie. Et la guérison vient du fait que on finit par accepter que oui, je suis blessé. Et dans l'écoute, on valide. On te dit pas, par exemple, tu exagères un peu quand même, voilà, tu as échoué, c'est pas un problème. L'année prochaine, tu vas refaire l'examen. Écoute, tu as la chance. Toi, tu as encore tes parents. Tu as 2 repas par jour. Il y en a qui sont, voilà, moins nantis que toi. Tu vas pas te mettre à te lamenter pour un examen auquel tu as échoué. Ce genre de discours est banni dans l'écoute. Il est triste d'avoir échoué. La première chose qu'il faut lui dire, c'est que tu as raison d'être triste. Et ça permet à la personne, voilà, de se sentir validée dans ce qu'elle ressent. Et après, quand elle est bien validée, elle est bien tranquille, elle peut surmonter. C'est-à-dire, on pourra reparler de l'échec sans que la personne ne tombe dans les tristesses ou les pleurs. Elle-même pourra en reparler autant de fois qu'elle veut, sans, c'est-à-dire la souffrance qui est liée à l'évocation du fait qui a créé la blessure s'atténue. Et donc, dans le processus, pour connaître ces blessures, pour savoir les masques qu'on utilise en fonction de nos blessures, ça nous permet en même temps de surpasser ces blessures-là. Maintenant, il y a des techniques. Si les blessures sont, par exemple, causées par des paroles méchantes, des paroles pas valorisantes que nous avons fini par recevoir comme des vérités, et comme des accords avec nous-mêmes, il va falloir trouver les paroles qui viennent détruire ces accords que nous avons faits. Tu ne parviendras à rien dans ta vie. Tu ne vas jamais réussir. Mais tu ne vaux rien. On nous balance ça comme ça. Et la pensée ne fait pas la différence. Je ne sais pas si c'est le subconscient ou l'inconscient, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Okay. Si c'est sorti, c'est capté. Et puis, c'est utilisé. Donc, l'une des façons de guérir,
c'est de se dire des choses valorisantes. Ok. Voilà, je suis une bonne personne. Je peux réussir. Je suis capable. Mon potentiel est illimité. Le monde a besoin de mon talent. Et voilà. Dans le milieu des coachs, on appelle ça son manifeste. Fais ton manifeste et tu le répètes autant de fois que possible parce que c'est une façon d'agir sur les croyances limitantes, les choses que nous avons reçues et qui nous empêchent de nous exprimer parce que ces choses-là nous disent que nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas valides. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a perdu un être cher. Un parent, un frère, un conjoint. Mhm. Donc, en ce moment, vous n'avez pas d'emprise sur la cause de la tristesse ou encore de tout ce que cela va engendrer. Mhm. Comment on se remet concrètement de ces cas de figure? Si on se met du côté de la personne qui est endeuillée, il faut accueillir. Il faut accepter d'abord que la personne est vraiment partie. Et accueillir toutes les émotions qui vont graviter autour de ce fait-là, du fait que j'ai perdu la personne. Et s'exprimer. Le simple fait de parler peut soulager. Du point de vue de la personne qui écoute, ou bien de l'entourage, parce que des fois l'écoute n'est pas formalisée. Voilà. Il faut valider ce que la personne ressent. Est-ce qu'elle est en colère du fait de ce départ? Si oui, tu as raison d'être en colère. Est-ce qu'elle est triste, totalement effondrée? Tu as raison. Il y a de quoi être triste. Et maintenant, on laisse la personne parler. La personne va peut-être revenir sur les choses qu'elle a vécues avec l'être parti, sur les conséquences que son départ va causer dans la vie d'elle-même, d'autres personnes. En tout cas, elle va s'exprimer, parler, et il n'y a pas meilleure façon de surmonter le deuil. Après, quand tu penses à la personne, quand elle pense à la personne partie, elle va avoir mal, c'est vrai. Mais la douleur ne sera pas une douleur qui va causer des émotions dévastatrices. Donc, pour toi, lorsqu'on laisse les émotions s'exprimer, c'est comme un vase qui se vide au fond de son contenu. Et par finir, on est débarrassé de ces émotions-là. Oui, l'image peut être validée, mais on n'est pas débarrassé des émotions. Hein. Les émotions, c'est comme je dis, on sera blessé. On a été blessé, on sera blessé. Okay. Donc, on a vécu des émotions, on va vivre des émotions. On ne peut pas être zéro émotion. Les causes seront différentes. Voilà. Et puis, la connaissance du mécanisme des émotions en lien avec les blessures nous aide à être plus calmes. Voilà. Donc, je vais peut-être aborder un deuil autrement parce que un deuil précédent m'a fait faire un parcours et j'ai mis en place des mécanismes moi-même. Et puis voilà, je peux mieux m'en sortir. Okay. Question personnelle, pourquoi avoir choisi ce métier ou encore ce travail? J'ai choisi de pratiquer l'écoute parce que j'en ai eu besoin moi-même. À un moment de ma vie, j'ai eu besoin d'écoute. Et ça a suscité en moi le besoin de partager l'écoute. Mais l'expérience avec mon entourage aussi m'a conforté dans le fait que le monde a besoin d'écoute. Et particulièrement par rapport aux blessures intérieures. On n'est pas toujours valide, on s'autorise pas à être
à afficher ou à accepter. Voilà, la société ne nous permet pas. C'est comme si il faut pas afficher les vulnérabilités. On n'aime pas les gens vulnérables. Du coup, on s'exprime pas autour de ces blessures-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes autour de moi viennent me parler et après me disent, ouh, j'ai vraiment aimé te parler la dernière fois. C'était très bien. Des fois, je n'ai même pas parlé. La personne a parlé seule. Donc ça a commencé à attirer mon attention sur la valeur de l'écoute. C'est précieux, une oreille attentive. Donc, en plus de ça, je me suis dit, s'il faut faire l'écoute, alors il faut bien le faire. Donc, je me suis engagée à me former pour écouter. D'accord. Et à la fin, tu dis, c'est pour vivre une vie épanouie. Mhm. C'est quoi l'épanouissement? Est-ce que c'est égal au bonheur? Oui, l'épanouissement pour moi, en tout cas, c'est égal au bonheur et ça passe par une expression de l'être de la personne. Parce que les blessures ont tendance à nous replier. On est dans son coin, on n'ose pas s'exprimer. Mais quelqu'un qui est libéré de ses blessures est plus apte à s'exprimer dans la société, que ce soit professionnellement, ou socialement, dans la vie familiale même. La personne est plus en paix, plus à l'aise et donc plus épanouie. Et généralement, en début de période, que ce soit à l'occasion d'un anniversaire, à la fin d'un parcours ou bien en début d'année, on aime faire des projets. Mais les projets sont portés par des corps. Non, Et le corps n'est pas que chair. bien sûr. Donc, il faut un mental bien portant sur le corps pour porter les projets, les jolis projets qu'on passe le temps à construire et à rêver. Donc, pour moi, l'épanouissement, l'équilibre mental, c'est une condition sine qua non. Tu parles d'équilibre mental, je garde le mot. Est-ce que c'est l'approche qu'il faut avoir pour se prémunir contre les blessures? J'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que si je suis équilibré sur le plan mental, Mhm. est-ce que c'est le meilleur garde-fou, c'est le meilleur bouclier contre les blessures? Puisque c'est ce qui nous empêche Mhm. d'être épanouis et d'être heureux en ton sens. Oui, l'équilibre mental, c'est un tout. Et c'est vrai que quand on est équilibré, euh, on ne peut pas être à l'abri des blessures, mais on n'est pas impacté, quoi. On n'est pas, voilà. Par exemple, quelqu'un qui te balance une injure, ou une parole méchante, blessante, tu te dis que tu prends pas ça personnellement, et puis ça fait rien, quoi. OK? Mais quelqu'un qui n'est pas équilibré va s'approprier ça, va chérir ça, ça va fructifier, ça va gonfler à l'intérieur de la personne et créer un problème. Et justement, nous sommes dans une société où il y a une certaine pesanteur culturelle qui peut faire voir certaines personnes comme étant des mauviettes lorsqu'elles expriment leurs sentiments, surtout pour nous les hommes, Mhm. parce qu'un homme, ça ne pleure pas. Nous, on ne pleure pas, entre guillemets. Comment quel regard tu as sur ça? Alors, j'ai un regard de compassion sur les hommes pour ça, parce que pleurer, euh, ça n'a rien à voir avec qu'on soit femme, homme. Ça a à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si si je peux pleurer et me sentir mieux, pourquoi je dois pas pleurer parce que je suis un garçon? Je pense que c'est pas juste envers les hommes. OK. Pas juste envers les hommes. Et là-dessus, je sais pas si je peux me permettre de partager. Et j'ai croisé quelqu'un une fois dans un cimetière qui me dit comme ça, est-ce que vous pouvez prier pour mon fils? Moi, je tournais dans le cimetière, j'ai dit, ok, il m'amène, il me montre le tombe de son fils.
C'était un monsieur, bien, la femme. Et à la fin, je zappe les détails. Il tombe dans mes bras en pleurant. Il a pleuré. C'est comme si, voilà, on venait d'enterrer l'enfant. Mais la tombe, voilà, le décès datait d'au moins un an. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé, est-ce que quelqu'un l'a laissé pleurer? On a dû lui dire, non, 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 toi, quand même, si toi tu pleures, tu veux que la maman fasse comment? Et voilà. Il vit une sorte de douleur, de solitude liée au fait qu'il n'a pas pleuré. Je peux me tromper, mais je pense que pleurer, ça fait partie du processus pour surmonter les douleurs qui nous atteignent. Je dire aux gens de prendre soin de leur santé mentale. La santé mentale, c'est aussi précieux que la santé du corps, sinon même plus précieux. Voilà ce que je peux dire, parce qu'elle est souvent négligée. Elle est souvent négligée. Donc, prenons soin de notre santé mentale, plus que de notre santé corporelle même, si je peux dire. Merci Martine pour cette conscientisation. Une dernière question pour la route, qui est une tradition pour ce podcast, c'est que tu as appris la route? La route m'a appris la tolérance, l'acceptation de l'autre et un peu comme l'universalité de la douleur. La douleur c'est pas l'apanage de quelqu'un, de moi, de toi. La douleur est universelle. Et la route prend, comme je vais dire, la forme que nous lui donnons. Sinon, elle est la même pour toutes. C'est la même route. Je sais pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? De manière très philosophique, j'ai envie. Et c'est assez profond, j'aime bien. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé nous suivre. À un prochain rendez-vous pour un autre numéro.